la séparation, les gens étaient seuls à l'hôpital, le personnel, vous savez, dans les écoles, habillés de cette façon, tout ça. Donc je regardais ça et on avait un sentiment. Et ce sentiment ressemblait à celui d'être dans un pays communiste. Donc quand j'étais jeune fille, j'ai un peu voyagé avec ma famille et nous sommes allés en Yougoslavie et j'ai aussi passé environ une demi-journée à Berlin-Est. Vous savez, je n'avais que 12 ans, je crois, mais il y a un certain ressenti si vous avez déjà été dans un pays communiste, même sans jamais avoir mis de mots dessus. Mais j'ai ressenti ce sentiment en 2020. Et je me suis dit, oh, c'est le communisme, c'est le communisme. C'est ce qu'il y avait ici. Parce que le communisme, c'était comme si le collectif était plus important que l'individu. Et toujours, dans ma carrière et dans ma vie, l'individu a vraiment de l'importance. Et tout à coup, l'individu, ça n'avait plus d'importance. Et puis, on a vu que ça empirait de plus en plus après la sortie des vaccins, n'est-ce pas? Je sais pas si vous avez vu ce qui vient de se passer au Louvre. Ça peut plus durer comme ça, faut qu'on en parle. C'est dur à regarder, mais je vous mets des extraits. Je sors du musée du Louvre, il faut que je vous raconte, vraiment c'est à être boycotté et je pense qu'une plainte sera déposée d'ici demain. Je cherche des décès non binaires, je n'en trouve pas. J'ai dû uriner dehors, j'ai dû sortir mon pénis dehors devant des gens. Bon, j'avais pas de cristaux de menthe, j'ai fait ça avec de l'eau. Donc tu vas dans un des plus grands musées du monde, tu trouves pas de toilettes non genrées, tu décides d'aller pisser dehors, et tu veux attaquer le Louvre en justice. Alors je suis pas fermé, du coup j'ai fait ma petite enquête. Ça c'est un toilette pour hommes, ça c'est un toilette pour femmes, et ça c'est un toilette pour non-binaire. C'est juste la pancarte qui change. Donc dans sa tête, pour lui c'était trop dur de rentrer dans une cabine fermée comme tout le monde, mais c'était plus logique pour lui d'aller dehors sortir son matos et nous faire un happening urinaire. Ça c'est typiquement le genre de gens qui sont capables de te dire qu'un burger est meilleur qu'un autre juste parce qu'il y a écrit woke dessus. C'est le même steak, le même pain, la même sauce, mais tu comprends, l'étiquette elle est différente. À ce niveau-là, c'est de la mauvaise foi premium. En revanche, entre nous, uriner en public, ça par contre c'est un délit. Parce que quand tu sors ton bignou dans une cour du Louvre, c'est pas la République qui t'oppresse, c'est toi qui t'auto-sabotes. Le plus fou, c'est que si on les écoute, faudrait refaire toutes les infrastructures du pays pour 10 personnes en crise identitaire qui refusent de choisir une porte. C'est pas comme si on avait des hôpitaux à genoux, des étudiants en galère, des familles entassées à 5 dans 30 mètres carrés, ou des gens qui dorment dans la rue. Mais non! L'urgence, c'est les pictogrammes sur les toilettes. On les voit les priorités de la justice sociale, hein. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Nous sommes une communauté, on n'est pas humain. Nous ne sommes pas humains. Alors pourquoi tu veux utiliser les toilettes humaines? Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux si vous-même vous êtes plus sûr d'être une personne? On est ascendant tracteur, voiture, béton. Vous vous rendez compte que quand on vous écoute, on a l'impression de regarder un épisode de Camoulox. Par contre, je suis désolé, mais quand tu dis que tu es une communauté de béton et de tracteurs, c'est plus une identité, c'est un chantier. Tout ça, voilà. Alors, c'est pas exhaustif. Documents, d'abord je peux pas tout dire ici, même s'il y a déjà d'autres choses qui sont sorties, parce que ça serait un peu long. J'essaie vraiment de synthétiser l'essentiel pour que vous compreniez. Et puis parce que tous les documents, tout simplement, ne sont pas encore étudiés. C'est long d'étudier 3,5 millions de documents, 180 000 photos et plus de 2000 vidéos, évidemment. Même avec l'intelligence artificielle, parce qu'elle aide, j'imagine, dans ce dossier. En tous les cas, d'ores et déjà, on en a suffisamment pour ouvrir une vraie commission d'enquête parlementaire en France, pour renforcer les enquêtes judiciaires qui existent déjà, ou en ouvrir en parallèle. Enfin, c'est évident, c'est évident. Mais qui dit contre-révolution, c'est-à-dire qu'on est contre une révolution. Oui. Et de quelle révolution parlez-vous? Alors, le Trumpisme s'est constitué sur le mode de la nouveau genre, la révolution woke. On ne doit pas sous-estimer à quel point en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, mais en Amérique du Nord, la fin des années 2010 et surtout 2020-2024, on était dans un moment d'hystérisation idéologique grave, dans un moment de négation du réel comme on l'a rarement vu. Je dirais que les années woke, c'était le 1793 des temps présents. Donc une forme de terreur morale, de terreur idéologique. Je vais vous donner quelques exemples sur des questions qui nous sont familières. Hein. La théorie du genre était à ce point agressive, elle était présente dans les écoles en toutes circonstances. Les parents craignaient, c'est pas une vue de l'esprit, les parents craignaient qu'en envoyant leurs enfants à l'école, eh bien, ils reviennent avec les espèces d'idées bizarres sur la théorie du genre qui auraient percuté, qui auraient pénétré leur cerveau en quelque sorte. De la même manière, devant l'immigration massive, la célébration enthousiaste de l'immigration massive qui est vécue par tous sur le mode de la submersion créait le besoin d'une réaction. De même, sur tout ce qui s'appelle la censure des mots, vous voyez le nombre de polémiques absurdes dans les universités. Est-ce qu'on peut prononcer le titre de tel livre? Est-ce qu'on ne devrait pas brûler? Bon, je donne un exemple canadien-anglais, celui-là. C'est en Ontario, il y a quelques années.
on a purgé une bibliothèque de tous les livres qui étaient potentiellement colonialistes, on les a brûlés, on a fait ensuite une cérémonie de réconciliation avec les Amérindiens, disait-on, croyait-on, en enterrant les cendres pour faire pousser l'arbre de la réconciliation. On était devant des rituels bizarres qui rendaient les gens fous. Et au un cœur autodafé. Et oui, ben absolument, c'était pratiqué autrefois par d'autres gens. Or, dans les années, cette séquence-là, le commun des mortels s'est demandé est-ce qu'on peut arrêter la folie. Donc, je pense que la contre-révolution s'est fixée sur le wokisme. Ensuite, le Trumpisme ne se réduit pas à ça. Si on regarde l'histoire des différentes tendances agglomérées dans le Trumpisme, c'est aussi un refus, globalement, des Radical 60s. Donc la Great Society de Johnson, qui est une société de l'ingénierie sociale. Les années 60. Oui, voilà. Et c'est aussi, à certains égards, mais avec des nuances, une critique du New Deal, mais pas complètement, parce que Trump n'est pas un libertarien. Trump croit à l'État social à sa manière. Mais une critique du New Deal sur le mode, la technostructure, l'État profond, l'État lourd, l'État administratif qui s'est construit à partir de là. On vous dirait aussi la solidarité dans ce cas-là. Alors voilà, Trump n'est pas un libertarien, je le redis, parce que lui croit, parce que d'ailleurs sa base électorale n'est pas hostile, par exemple, à certaines politiques de redistribution, à certaines politiques sociales. Et ça d'ailleurs, c'est un grand dépensier à la tête de l'État. Faut pas se tromper avec ça. Mais c'est une volonté, d'une certaine manière, de déconstruire plusieurs pans du 20e siècle, en conservant d'autres, évidemment. Mais donc la notion de contre-révolution va au-delà de la séquence woke. Notre invité dans le choc des idées, auteur des 2 Occidents publiés aux presses de la Cité. Pourquoi l'Union européenne est à ce point détestée par Donald Trump? On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. De retour sur Sud Radio dans votre nouvelle émission de 11h à midi, le choc des idées sur Sud Radio en compagnie d'Arthur de Vatrigan et de Stéphane Simon. On reçoit notre invité Mathieu Bock-Côté, auteur des 2 Occidents. C'est publié aux presses de la Cité. Ce divorce, en quelque sorte, entre l'Europe progressiste et les États-Unis trumpistes. D'où vient-il et pourquoi justement, l'Union européenne en général d'ailleurs évoque un tel sentiment de dégoût auprès non seulement de Donald Trump mais même du Trumpisme. Mathieu Bock-Côté. Permettez-moi d'ajouter une bonne partie de la population européenne elle-même. Alors, je pense que c'est à ce moment, je disais, Trump est peut-être en train de faire avorter, on verra une contestation plus forte du régime globaliste, du régime diversitaire, du régime mondialiste qui s'est établi depuis une trentaine d'années. Mais les Européens eux-mêmes ne sont pas particulièrement enthousiastes devant la gouvernance douce, souriante et démocratique de Mme von der Leyen, par exemple. Le commun des mortels en Europe se demande pourquoi Mme von der Leyen est dans une position impériale au sein de l'organisation politique à laquelle ils appartiennent. Premier élément. Ensuite, chez Trump, j'y reviens, vous avez posé la question pour les Américains. Enfin, l'Union européenne se présente un peu, non pas comme le laboratoire d'une puissance européenne nouvelle, mais c'est présenté depuis le début des années 90 comme le laboratoire mondialiste. Donc c'est le lieu de la dissolution du politique, le lieu de la régulation de la société exclusivement par le droit, le commerce, et ainsi de suite. C'est le lieu aussi, il faut pas se tromper, les Américains regardent les Européens et se disent qu'ils se sont construits un petit paradis social-démocrate tranquille, mais sous protection américaine. Et beaucoup d'Américains se disent aujourd'hui, ils n'ont pas investi dans l'armement, ils n'ont pas investi dans leur défense, ils ont tout investi dans leur modèle social. Mais à un moment donné, défendez-vous les gars, on n'a pas à financer la social-démocratie à partir de l'argent américain. Ajouter un élément à ça, l'Europe s'est elle-même paralysée parce qu'elle est devenue laboratoire de différentes utopies nouvelles. L'utopie aujourd'hui diversitaire, elle est portée par la Commission européenne. Le fameux Green Deal dont on a tant parlé, qui est une espèce de logique de paralysie programmée de l'économie européenne, c'est aussi de ce point de vue une forme de socialisme nouveau qui a pris forme en Europe. Et vous me direz que ces idées étaient très présentes aux États-Unis aussi, je serais d'accord. Mais je ferai une nuance, c'est qu'aux États-Unis, il y a toujours eu une forme de réaction vive du système immunitaire américain contre le progressisme obligatoire. Alors qu'il pouvait prendre forme politiquement. Alors qu'en Europe, il a été contenu, on l'a souvent dit, dans les marges politiques extrême droitisées. Du début des années 90, disons, à tout le moins qui ont commencé à émerger dans ce contexte, participent à la même dynamique occidentale. Donc, globalement, plaidoyer pour la restauration de la souveraineté populaire, plaidoyer pour la nation plutôt que pour la mondialisation. Pour les frontières. Pour les frontières, pour l'identité plutôt que pour le multiculturalisme, pour en finir avec l'immigration massive, défense de la liberté d'expression. Donc, d'un pays à l'autre, vous allez... Ça, c'était par exemple le Front National, et le Front National est nettement antérieur au Trumpisme. Absolument. Ça avait commencé en Europe avant l'Amérique. Je ne vais pas dire le contraire. Je pense que dans le livre, je rappelle par exemple comment, dès le début des années 80,
l'insurrection, appelons ça, contre l'immigration massive prend forme. Mais le tournant se prend à l'échelle européenne au début des années 90, c'est-à-dire que là, on quitte le domaine de, appelons ça, des oppositions politiques classiques nationales. Il y a une mutation à la grandeur de l'Europe, les mouvements nationaux, à l'époque nationaux populistes, maintenant nationaux conservateurs émergent. Or, comment le régime va les traiter, et ça c'est fondamental, le régime ne les verra pas comme des oppositions propres, générées en fait par le régime mondialiste, et tout régime génère son opposition, ce sera traité comme une résurgence en fait du fascisme hier vaincu qui apparaîtrait sous un nouveau visage. Ce qui fait en sorte, on va à l'université, dans les études spécialisées sur ce qu'ils appellent l'extrême droite, ils parlaient toujours de nouvelle extrême droite, en nous expliquant que c'était pas l'extrême droite d'hier, mais c'était l'extrême droite néanmoins. Pourquoi? Parce que ce terme extrême droite permettait de stigmatiser très librement les forces d'opposition. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de vivre la chute de la civilisation occidentale? Moi, je voudrais rappeler quand même, et ça, évidemment, nos auditeurs n'étaient pas nés à l'époque, mais l'Empire romain, il s'est d'abord effondré en se scindant en deux. Il y a eu l'Empire romain d'Occident, la chute de Rome, et l'Empire romain d'Orient a duré 1000 ans de plus. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre tout simplement, c'est ce que vous racontez, c'est la fin d'une civilisation qui se fend par son milieu. Oui, il est tout à fait possible que ce soit le cas. Soyons honnêtes, c'est-à-dire, je pense que nous sommes tous obsédés par la chute de Rome. Nous sommes tous obsédés parce que ça demeure la matrice historique de la chute de ce qui ne devrait pas chuter. Donc, je termine le livre globalement, qui passe sur une note particulièrement optimiste. C'est-à-dire, je dis à la fin, globalement, la submersion démographique de l'Europe, lorsqu'elle se quelque part vers la fin du siècle, les peuples historiques européens seront mis en minorité chez eux. Et dès lors, d'ailleurs, nos désaccords civilisés entre libéraux, conservateurs, républicains, socialistes et tout ça vont s'effondrer devant la réalité nouvelle de la mise en minorité démographique. Ça, je pense que c'est la chose première. Ensuite, il y a une forme d'épuisement, je pense, de nos civilisations. On le voit. La matrice qui était la nôtre semble épuisée. Et donc, vous avez tout à fait raison. Il est tout à fait possible que nous soyons les contemporains de la fin. Mais puisqu'on est encore vivant et qu'on ne peut s'y résoudre et qu'on ne vivra pas, on n'ira pas dans notre cabane nous cacher pour attendre la fin des temps, on essaie de voir ce qu'on peut faire pour que tout ne s'effondre pas. C'est rassurant tout ça. Arthur de Vatrigan. Vous savez, le futur, il peut se prévoir de manière très facile, sans boule de cristal, il suffit de regarder les signaux faibles. Emmanuel Macron, il n'est pas seul. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui travaille avec une union globaliste, avec des young leaders comme lui, et ils sont nombreux, et ils sont d'accord pour avoir un agenda, pour regarder... C'est simple, il suffit d'écouter Ursula von der Leyen, elle résume l'agenda globaliste. C'est l'Ukraine d'un côté, le climat de l'autre, et rien. Et globalement, c'est comme ça que ça va se gérer. Donc le climat, c'est quoi? C'est une société du technocontrôle sur la base du carbone pour expliquer aux gens que leur vie coûte cher à la planète et donc ils doivent se paupériser pour sauver la planète. Mais c'est pas comme ça que ça va présenter. L'Ukraine, c'est quoi? C'est le changement de paradigme, c'est-à-dire la Pax Americana qui va progressivement rentrer dans une guerre chaude avec la Chine. La crise du Covid a été un révélateur. Enfin, c'est une épiphanie. C'est le moment où vous voyez que ces gens-là ne sont pas ni des hommes d'État, ni des gens capables de faire de la politique, ni des gens qui sont courageux. On pourrait dire que c'est un côté positif de la crise. Complètement. COVID, ça a été un révélateur. Le problème, c'est que très peu de gens ont mis les lunettes où tu vois que voilà, c'est une révélation et ces gens-là ne font pas de politique, ils sont juste des courroies de transmission des lobbies et ils le font très bien, ou bien des consultants de cabinets de conseil. Donc Emmanuel Macron va aller jusqu'au bout. Et le bout, c'est quoi? C'est une société du crédit social. Et vous avez la Chine qui est un exemple, où ils ont déjà très bien installé le crédit social, mais dans nos pays, où on se dit encore des démocraties libérales, on est déjà dans une société du crédit social. Quand vous prenez la parole en France pour dire que, quand même, le vaccin Pfizer, il marche pas à 90%, 4 doses, c'est quoi? Et quand même, cette affaire de Covid, c'est louche. Quand même, l'Ukraine, où vont les millions, les milliards? Qu'est-ce que c'est que cette guerre, en fait, qui ne nous concerne que à la marge et qu'on voudrait nous imposer comme une guerre mondiale? Si vous dites ça, vous êtes déjà un mauvais citoyen. Si vous dites ça, les gens vous regardent déjà comme quelqu'un de dangereux, séditieux, complotiste, ce que je disais tout à l'heure, etc., etc. Et vous êtes déjà mis dans la benne des gens qu'il ne faut plus toucher. Vous êtes déjà intouchable. Sur les signaux faibles, c'est simple. Vous avez l'affaire Benalla, c'est 2018, c'est le moment où Macron tombe. Il a perdu la parole pendant une semaine. Vous lui demandiez quoi que ce soit, quand Benalla arrive, il y a l'histoire du coffre, etc. Benalla, c'est un porteur de valise, c'est quelqu'un qui a sans doute servi à financer la campagne, c'est quelqu'un qui est là alors qu'il n'a aucune place à faire au sein du dispositif de sécurité de la République. Et là, le moment où il reprend la parole, c'est pour dire que la République est inaltérable. Donc il sait très bien qu'il altère la République. Il sait très bien qu'il n'est pas président de la République. Il sait très bien que c'est un imposteur. Macron, c'est un imposteur. Et pourquoi il est imposteur? Parce qu'il tient par le mensonge et la lâcheté, en fait, de Saint-Germain.
Il suffit que 10 personnes en France prennent la parole pour que Macron tombe. Et qu'est-ce qu'ils attendent, ça dit personne? Bah rien, puisque jamais elles prendront la parole, elles ont tout à perdre. Iran has never attacked a neighbor. Israel has repeatedly attacked its neighbors. Iran signed the Non-Proliferation Treaty. Israel has refused to sign. Iran submits to inspection by the International Nuclear Energy Agency. Israel refuses to submit. Iran has no nuclear weapons. Israel has between 75 and 400 nuclear weapons. So Israel poses an existential threat to Iran. For the last 40 years, Israel has conducted a systematic campaign of disinformation about Iran. Why the lies? Why the double standards? Why the hypocrisy? Okay.